Bonjour, nous abordons maintenant la leçon 21 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nouveaux régimes démocratiques apparaissent. Nous avons déjà parlé de l'Allemagne et de la France. D'autres pays, des régimes apparaissent. Enfin, ce phénomène d'accession à la démocratie se passe dans des pays qui étaient indépendants avant la guerre, mais étaient très peu démocratiques. Les vaincus, l'Allemagne, dont nous avons déjà parlé, l'Italie et le Japon, mais aussi la Turquie à ce moment-là, qui restait, elle, presque entièrement en dehors de la guerre, et un grand pays qui était une colonie britannique et qui devient indépendant en 1947, à savoir l'Inde, qui est une expérience extrêmement importante pour réfléchir sur les conditions de la démocratie. Plus tard, de nouvelles démocraties s'établiront dans quelques pays d'Europe du Sud et d'Amérique latine entre 1974 et 1990 et en Europe centrale et orientale après 1989 et l'effondrement des régimes communistes. Dans cette leçon, nous allons parler ou continuer à parler, parce que nous en avons déjà parlé avec la France et avec l'Allemagne, dans le cas de l'Allemagne et de la France, nous allons continuer à parler des pays dont les régimes démocratiques s'établissent après la Deuxième Guerre mondiale. La façon dont s'est faite la transition vers la démocratie dans ces pays permet de réfléchir sur les conditions de possibilité de la démocratie dans des pays où elle n'existe pas. Ce problème de la transition vers la démocratie, c'est là-dessus que je veux réfléchir dans la présente leçon et dans la prochaine. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de facteurs, je dirais presque évidents, qui jouent un rôle. Le niveau de développement économique et surtout le niveau d'instruction de la population, c'est plus facile de faire fonctionner une démocratie dans un pays où les gens savent lire et écrire que dans un pays où il y a une proportion très importante d'analphabètes. Mais le processus historique de la transition, les étapes de ce processus ont aussi une grande importance. Il ne suffit pas d'abolir le régime autocratique pour penser que la démocratie, ça va s'établir spontanément. Il y a des processus d'accession à la démocratie qui ont plus de chances que d'autres de réussir. C'est sur cette question que je veux réfléchir avec vous. Avant de parler de ce qui s'est passé dans certains pays après la Deuxième Guerre mondiale, je veux revenir beaucoup plus en arrière sur les grandes expériences de démarche vers la démocratie dont nous avons déjà parlé dans ce cours, pas les trois révolutions fondatrices, l'Angleterre, les États-Unis et la France, pour réfléchir à comment s'est fait la marche vers la démocratie dans ces pays-là, qui est une marche qui dure pendant beaucoup plus longtemps que dans les pays dont nous allons parler ensuite. Alors, dans le cas de l'Angleterre, le nouveau régime est construit sans détruire l'ancien régime. J'ai déjà beaucoup insisté auprès de vous sur cette idée. Les composantes non démocratiques du régime politique britannique sont éliminées progressivement entre le XVIIe et le XXe siècle. Le rôle politique du roi ou de la reine est éliminé presque complètement après la glorieuse révolution de la fin du XVIIe siècle. Ensuite, on va observer la disparition progressive du suffrage censitaire et finalement le suffrage universel au XXe siècle. Aussi la disparition du pouvoir de la Chambre des Lords, qui continuait à avoir un pouvoir politique important à côté de la Chambre des communes jusqu'au début du XXe siècle. Le pouvoir de la Chambre des Lords est très réduit depuis 1911 et presque entièrement supprimé
depuis 1949. Le système parlementaire britannique peut fonctionner convenablement parce que même s'il y a deux assemblées, l'une des deux n'a en fait pratiquement plus aucun rôle politique. J'ai déjà attiré votre attention sur le fait que pour qu'un régime parlementaire puisse fonctionner, il ne faut pas qu'un gouvernement soit responsable ou puisse être bloqué dans son action par deux assemblées. Il faut qu'il puisse l'être par une assemblée, de préférence une assemblée élue par l'ensemble de la population. On a pu avoir des régimes parlementaires déjà, quand il y avait encore un suffrage censitaire. Dans le cas de la France, ça s'est passé de façon tout à fait différente. Je crois vous avoir déjà dit, l'établissement, la première tentative d'établissement d'un régime démocratique en France à la fin du XVIIIe siècle correspond à la phrase du chant L'Internationale, dont les paroles ont été écrites par un Français d'ailleurs au XIXe siècle, et qui est devenu le chant pas national mais partisan des partis communistes partout dans le monde. L'Internationale, une des phrases de l'Internationale, c'est « du passé faisons table rase ». Alors, les révolutionnaires français de 1789 n'ont pas vraiment fait table rase du passé puisqu'ils ont gardé une monarchie constitutionnelle qui ne doit pas durer longtemps. Mais dès 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la transformation de l'administration du territoire avec le système des départements qui s'efforce d'effacer les traces de l'histoire des provinces, la constitution civile du clergé qui modifie très profondément la structure du clergé catholique en France. Il y a déjà cette tendance à vouloir tout renouveler. Après le renversement du roi en 1792, cette volonté de bâtir un régime politique complètement nouveau, même une société complètement nouvelle, avec des expériences comme la création d'un nouveau calendrier, la suppression des semaines de 7 jours, des choses extrêmement ambitieuses. On est vraiment en train de vouloir faire du passé table rase. Ça va tourner très mal. Et ça prendra 80 ans aux Français au cours du XIXe siècle pour arriver, à partir de 1875, à avoir un régime qui correspond à peu près aux objectifs déclarés des révolutionnaires de 1789, avec un régime parlementaire, avec un suffrage universel pour les hommes, c'est-à-dire une démocratie masculine. Les femmes n'auront le droit de vote que plus tard en France. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Donc, on a, dans le cas de la France, la volonté de détruire le passé pour pouvoir construire l'avenir. Alors qu'on a eu en Grande-Bretagne l'idée qu'on peut construire l'avenir dans le cadre des règles du passé, et sans avoir besoin d'abord de détruire le passé. En même temps, les Français n'ont jamais détruit le passé. Je ne sais plus si je vous ai déjà parlé du livre de Tocqueville. Le grand livre de Tocqueville, c'est La démocratie en Amérique. Tocqueville a un deuxième grand livre de réflexion politique qui s'intitule L'Ancien Régime et la Révolution, dans lequel il montre tous les éléments qui étaient déjà amorcés sous l'Ancien Régime et dont la Révolution française est une continuation. C'est l'idée que la révolution complète n'est pas possible, que quand on essaie de faire une révolution complète, elle n'est jamais complète. Aux États-Unis, on a un troisième schéma qui, au départ, verbalement, ressemble un peu au schéma français. Dans la déclaration d'indépendance, la volonté de nouveauté absolue est assez flagrante. Mais le nouveau régime
la déclaration d'indépendance, qui est avant le début de la Révolution française. Parce que ce sont les Américains qui ont commencé cette idée de reconstruire un régime politique à partir de rien. En réalité, ils ne partent pas de rien. Ils partent, il y a au moins deux éléments des traditions britanniques et des institutions britanniques mises en place dans les colonies avant l'indépendance et la création des États-Unis qui sont conservés et qui vont aider beaucoup à l'établissement du nouveau régime. Ce sont les assemblées représentatives dans les colonies et les États qui se fédèrent. Ce sont les anciennes colonies dans les limites des anciennes colonies. Une autre chose, je crois, c'est qui est hérité très clairement des institutions britanniques, c'est le fait de faire un régime de séparation des pouvoirs. Il y avait, croyait-on, en Grande-Bretagne, un régime de séparation des pouvoirs entre un gouvernement qui émane du roi, ce qui était encore vrai, mais déjà très contesté en Grande-Bretagne, et un pouvoir législatif qui dépend d'une assemblée élue. Les Américains qui ne veulent pas de roi vont tenter de faire cela avec un président élu, détenteur du pouvoir exécutif, et un parlement, un congrès élu, détenteur du pouvoir législatif. Alors, ces institutions établies après l'indépendance, elles ont évolué, mais elles ont évolué pour devenir démocratiques progressivement. Elles ne le sont pas du tout au moment de l'indépendance ou de l'adoption de la Constitution. Elles le deviennent pleinement démocratiques avec le droit de vote des femmes pour toutes à partir de 1920. Il y avait déjà des États qui le pratiquaient avant 1920. Il y a un amendement constitutionnel en 1920 qui déclare la nécessité pour les États de reconnaître le droit de vote des femmes pour toutes les élections, y compris les élections fédérales, et le droit de vote effectif des Noirs dans certains des États du Sud dans les années 1960. Pas jusque dans les années 1960, il y a une part importante des habitants adultes vivant aux États-Unis qui sont en fait privés des droits de la citoyenneté. Ce sont les Noirs vivant dans certains États du Sud. Comment ça s'est pas... Bon, oublions... Donc, gardons, sachant qu'il y a ces trois schémas-là, parce que les nouveaux schémas, les nouvelles démocraties qui s'établissent la deuxième moitié, au milieu ou dans la deuxième moitié du XXe siècle, ont des processus d'accession à la démocratie qui s'apparentent toujours plus ou moins à l'un ou l'autre des trois schémas que nous venons de voir. Alors, très rapidement, comment ça s'est passé dans les trois pays vaincus de 1945, l'Italie, le Japon et l'Allemagne? Alors, en Italie, l'Italie n'est pas complètement un pays vaincu en 1945 parce que en 1943, Mussolini a été renversé, un nouveau gouvernement provisoire s'est mis en place qui est devenu l'allié des ennemis de l'Allemagne et qui est entré dans la guerre contre l'Allemagne. Bon, la participation de cette Italie à la guerre contre l'Allemagne était très modeste, mais le nouveau régime qui s'établit va s'établir entièrement sous le contrôle des Italiens. L'Italie fait partie des pays vaincus d'une certaine façon, mais elle n'est pas traitée comme les deux autres, parce que la défaite n'a pas pris la forme de l'effondrement complet face aux Alliés en 1945. Alors, après la guerre, les dirigeants italiens vont organiser un référendum pour abolir la monarchie. Il y a toujours eu un roi sous Mussolini en Italie. Ce roi, il est accusé d'avoir été le complice de Mussolini. Un référendum est organisé dans la population pour abolir la monarchie. Ce référendum donne un résultat positif. Le roi abdique, il est prié d'aller vivre ailleurs. La constitution adoptée à ce moment-là est une constitution républicaine
qui a un régime parlementaire avec un suffrage vraiment universel. Là aussi, comme en France, les femmes ont le droit de vote en Italie après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle qu'au contraire, en Allemagne, elles ont eu le droit de vote après la Première Guerre mondiale. Donc il y a un suffrage vraiment universel en Italie et un régime parlementaire avec des choses mal conçues, comme le fait d'avoir deux assemblées qui sont égales au point de vue de leur pouvoir législatif, qui ne sont pas élus de la même façon, ne sont pas élus en même temps, peuvent donc avoir des majorités différentes facilement, mais le gouvernement doit s'arranger avec les deux. Donc ça, c'est mal commode dans un régime parlementaire. Il y a d'autres défauts du régime parlementaire italien sur lesquels je ne veux pas insister. C'est un régime qui connaît des difficultés ressemblant à celle de la 4e République en France. Dans les années 50, la France et l'Italie très souvent mises dans le même sac de régime parlementaire dans lequel les assemblées ont trop de pouvoir et qui fonctionnent mal. Le problème politique principal de l'Italie pour le fonctionnement des institutions, c'est l'existence d'un parti communiste, d'un très grand parti communiste, plus grand qu'en France, ayant parfois plus de 30% des votes dans la population et donc plus de 30% des sièges dans le Parlement, et la difficulté que ça représente, parce que dans le contexte de la guerre froide, il était impossible pour les autres partis politiques de faire des alliances avec le Parti communiste, mais que des quantités de tentatives en Italie pour essayer de surmonter cette difficulté qui n'a jamais été surmontée vraiment. Donc les coalitions entre les autres partis étaient toujours difficiles et toujours instables. Comme en France, sous la 4e République, ce régime apparemment instable et frustrant pour les Italiens qui étaient comme les Français de cette époque, des années 50, qui étaient humiliés d'avoir un régime politique qui avait l'air si moche, de fonctionner si mal. En fait, l'Italie a été reconstruite et devenue un pays moderne sous ce système politique parlementaire bizarre. C'est très émouvant de voir des films italiens de cette époque. Les films italiens de cette époque sont extraordinaires. Et si vous voyez un film d'avant 1950 comme Le voleur de bicyclette, qui est un film classique du cinéma italien et même mondial, et si vous voyez un autre film du début des années 70, celui-là, qui s'appelle « Nous nous sommes tant aimés », et où il est tout le temps question du voleur de bicyclette, d'ailleurs. Il y a un renvoi entre ces deux films, et la différence entre la société italienne, encore extraordinairement pauvre, de la fin des années 40, et la société italienne devenue, qui a encore d'énormes problèmes, mais devenue beaucoup plus prospère, un peu plus de 20 ans plus tard, pas 25 ans plus tard. Donc, les analogies entre l'histoire de la France et l'histoire de l'Italie dans cette période et les analogies institutionnelles entre les deux régimes politiques sont assez grandes. L'Italie a une chance extraordinaire par rapport à la France, c'est qu'elle n'a pas de guerre coloniale. Elle a perdu ses colonies à l'occasion de la guerre. Elle n'en avait pas beaucoup, elle les a perdues, alors que la France s'acharne à vouloir garder des colonies après 1945, ce qui sera, je vous l'ai déjà dit, le problème de trop pour les institutions de la 4e République. Au Japon, les choses vont se passer très différemment. Et de l'Italie et de l'Allemagne. En Italie, les vainqueurs de la guerre ne se sont pas tellement mêlés des institutions que voulaient choisir les Italiens. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu et ils ont eu le résultat. En Allemagne, j'en ai déjà parlé dans la leçon précédente, je vais y revenir dans un instant, mais au Japon, il y a une nouvelle constitution qui est faite après 1945 et qui est vraiment rédigée presque entièrement par des Américains, par les conseillers juridiques de MacArthur, le général qui commande les forces d'occupation au Japon. Il y a une certaine contribution de Japonais qui ont fait des objections et dont les Américains ont
parfois tenu compte, mais pas beaucoup, qu'en fait, effectivement, la constitution du Japon après 1945 est l'œuvre des Américains. Je vous ai dit à propos de l'Allemagne dans la leçon 19 que dans le cas de la constitution de l'Allemagne, ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment des Allemands qui ont fait la constitution de l'Allemagne. Ces Américains qui font la constitution du Japon, ils ont eu la sagesse de ne pas chercher à imposer aux Japonais un régime politique imité de celui des États-Unis. Ils font un régime parlementaire avec, là aussi, le début du vote des femmes. Il y avait des élections au Japon depuis la fin du XIXe siècle, mais le suffrage devient vraiment universel avec le vote des femmes, là aussi. Les Américains ont décidé de garder l'empereur. Ils ont décidé de garder l'empereur dès 1945, dès la défaite, pour éviter le chaos total dans la société japonaise, en pensant que le fait de garder l'empereur faciliterait le contrôle du pays. Et effectivement, les décisions des occupants, les occupants américains décident tout au Japon en 1946 ou 1947, ou presque tout, mais ça a une certaine forme de légitimité parce que c'est perçu par beaucoup de Japonais comme appuyé par l'autorité de l'empereur, puisque l'empereur a accepté la défaite, a accepté l'occupation américaine, que l'empereur est toujours là. Donc, de la même façon que les gouvernements dans la période précédente avaient une autorité au nom de l'empereur, maintenant les occupants étrangers ont une autorité au nom de l'empereur. Et ça a beaucoup aidé à faire accepter la légitimité, l'ordre public pendant l'occupation militaire du Japon, et ensuite la légitimité des nouvelles institutions. Donc, je serais tenté de dire que au Japon, après 1945, comme en Angleterre pendant 2 siècles, entre le XVIIe siècle et le XXe siècle, c'est la monarchie qui maintient l'ordre général pendant que s'établit la démocratie. L'établissement de la démocratie au Japon a été beaucoup plus rapide qu'en Angleterre, beaucoup plus tardif et beaucoup plus rapide, mais il y a le même phénomène, de l'ancien régime est celui qui garantit la légitimité du nouveau régime. Il y a d'autres exemples de cela, et c'est intéressant de retenir cette idée qui est, je crois, très très importante quand on se demande comment établir la démocratie dans un pays où jusque-là elle n'existe pas. En Allemagne, nous en avons déjà parlé, mais j'y reviens pendant quelques minutes, ça ne s'est pas passé du tout de la même façon. Comme au Japon, la table rase est totale, mais il n'y a rien dans les institutions du Troisième Reich, du régime de Hitler, rien qui puisse être conservé pour assurer la transition entre l'ancien régime et le nouveau régime, qui est un peu le rôle qu'a joué l'empereur, ou qu'on a fait jouer à l'empereur, par la décision de l'empereur du Japon de jouer ce rôle. Il a accepté le rôle qu'on lui a donné. Alors, l'Allemagne est assez différente du Japon, ou même de l'Italie, ou de n'importe quel autre pays qui est devenu une démocratie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Parce que cette Allemagne, même détruite, même dans un état matériel et économique absolument catastrophique, reste un pays avec une des populations les plus instruites au monde. Et cette population a eu, entre 1919 et 1933, déjà l'expérience d'un régime démocratique qui, nous l'avons vu, fonctionnait pas bien du tout, la République de Weimar, mais qui était quand même une démocratie avec des vraies élections, avec un vrai pluralisme politique. Alors, l'occupation étrangère représente un élément stabilisateur.
je vous ai déjà dit, ce ne sont pas les occupants qui ont dicté leur constitution aux Allemands, mais l'occupation, elle est entièrement responsable de la sécurité du pays, mais plus du tout de l'armée allemande. Et il y a une occupation soviétique en Allemagne de l'Est, il y a une menace représentée par cette présence militaire soviétique, menace qui se manifeste à partir de 1948, 47, 48, par le blocus de Berlin. Ce sont les Américains et leurs alliés et leurs avions qui assurent la survie de Berlin pendant le blocus par les forces soviétiques. Donc la sécurité extérieure est complètement assurée par les puissances occupantes et même l'ordre public à l'intérieur du pays. Donc les nouveaux dirigeants allemands n'ont pas à se préoccuper de ça, ils ne peuvent pas s'en occuper, ça dispense peut-être d'exercer certaines responsabilités, et ça peut-être que ça les empêche aussi d'avoir certaines ambitions, pas que ça les pousse à accepter la situation dans laquelle ils sont. Le point le plus intéressant à retenir pour la façon dont s'établit la démocratie en Allemagne, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans la leçon où j'ai parlé de ce régime politique, mais je le répète maintenant, c'est que les institutions démocratiques en Allemagne sont établies de bas en haut. Dans les 3 zones d'occupation occidentale, donc l'Allemagne de l'Est est à part, on commence par organiser des élections municipales avec des maires qui doivent faire accepter toutes leurs décisions par les autorités militaires dans la zone d'occupation où ils se trouvent, qui n'ont pas de pouvoir vraiment autonome, mais qui font déjà le travail d'administration des municipalités. Et puis on élit des assemblées pour les Länder, pour les États fédérés. Et là aussi, ces assemblées ne sont pas souveraines, mais ce sont ces assemblées qui envoient des délégués dans une assemblée constituante qui se réunit en 1948, l'été 1948, et qui élabore la constitution de l'Allemagne. Et c'est seulement après l'adoption de cette constitution par cette assemblée constituante formée de délégués des assemblées des Länder qu'on va faire la première élection générale dans la population pour élire le Bundestag, pas le Parlement élu, enfin l'Assemblée élue au suffrage universel direct qui va contribuer au gouvernement de l'Allemagne à partir de 1949. Cette façon de procéder, elle aussi, je pense, il faut la retenir. Pas parce qu'elle est évidemment moins difficile à faire fonctionner que celle qui consisterait dans un pays où on part à zéro, parce qu'on vient de renverser un dictateur, ou on part à zéro parce qu'il vient d'y avoir cette défaite totale et l'abolition de l'État allemand par la capitulation sans condition de 1945, c'est-à-dire on va établir la démocratie, donc on fait voter les gens et on leur demande quel type de régime politique ils veulent. Et on fait élire une assemblée nationale par un pays où tous les partis sont nouveaux et donc inconnus. Il faut bien vous rendre compte que les noms des partis politiques ne veulent rien dire presque toujours. Qu'est-ce que ça nous apprend de dire Coalition Alliance Québec ou Parti libéral du Canada ou Nouveau Parti démocratique? Nous savons qu'est-ce que ça veut dire parce que nous connaissons ces partis. Ils existent depuis longtemps et nous sommes habitués à leur présence. Nous savons ce qu'ils ont déjà dit ou ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. C'est pour ça que ces étiquettes prennent un sens. Si on est dans un pays où on vote pour la première fois avec des partis politiques qu'on vient d'inventer, c'est beaucoup plus difficile. Bon, en Allemagne, on reconstitue un parti social-démocrate ou on constitue un parti chrétien-démocrate qui est dans une large mesure l'héritier d'un parti catholique qui existait sous la République de Weimar et qui s'appelait le Zentrum. Le parti chrétien-démocrate allemand, il n'est pas seulement catholique, il est aussi protestant. Mais les catholiques sont dominants. Le chef de ce parti, Adenauer, est un catholique, et identifié comme tel
dans l'Allemagne de l'époque. Donc les partis politiques ne sont pas complètement inconnus, mais l'idée qu'on peut faire démarrer une démocratie juste en organisant une élection. Et puis cette élection va produire les décisions qui permettent d'avoir une constitution. Si au lieu d'élire une assemblée, on fait voter les gens pour élire un chef d'État, je pense que c'est encore pire. Sur cette question, deux choses. La première, c'est un livre qui est, je crois, tout à fait fondamental. J'aurais dû mettre dans la bibliographie du cours, il n'y est pas. C'est le livre de Jack Snyder, From Voting to Violence, Democratization and Nationalist Conflict, qui est un livre publié en 2000, qui est un livre extrêmement important sur les problèmes que ça pose une nouvelle démocratie qui commence, où les gens qui votent n'ont pas de point de repère pour savoir comment voter et où la probabilité que les premières élections d'une nouvelle démocratie soient seulement le moyen d'aggraver les conflits qui préexistaient dans la société, notamment les conflits nationalistes, pas les conflits ethniques, les conflits religieux qui pouvaient exister dans cette société. Et on en a eu une illustration en temps réel après 2003 en Irak. Lorsque les Américains ont annoncé qu'ils allaient envahir l'Irak et qu'ils allaient envahir l'Irak pour établir la démocratie dans ce pays, beaucoup de gens ont dit ou écrit, et je me compte parmi eux, ceux qui ont dit on ne peut pas établir la démocratie dans un pays juste en faisant une invasion militaire comme ça de l'étranger. Les gens qui disaient ça se sont fait objecter par les défenseurs de la politique américaine. Ils se sont fait objecter que c'est ça qui avait été fait en Allemagne entre 1945 et 1949, où la défaite du tyran avait permis l'établissement d'une démocratie. Alors, il me semble que ça ignore complètement le fait que le processus en Allemagne a été fait, je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, pourquoi les Occidentaux ont commencé par autoriser des élections dans les municipalités. Je pense que c'est parce que ça simplifiait le travail des occupants, pas de procéder de cette façon. Ça n'a pas été fait délibérément par des gens qui se sont dit, tiens, c'est une meilleure façon d'établir la démocratie en Allemagne. Mais ça a eu cet effet. Alors que en Irak, les occupants américains ne vont pas réfléchir à cela du tout. Ils sont venus pour établir la démocratie. Et donc, ils organisent les premières élections en 2005 pour une assemblée qui doit être une assemblée constituante. Et ces élections sont tenues en même temps pour l'assemblée constituante, donc dans l'ensemble de l'Irak, et pour les assemblées des provinces. Pas l'idée sage et prudente qui avait été appliquée en Allemagne de commencer par des élections dans des régions, et puis ensuite de passer à l'état supérieur, les premières élections au niveau le plus bas étant le moyen pour les électeurs d'apprendre, pas tellement comment voter, mais d'apprendre pour qui voter, pas de comprendre qui sont les candidats qui se présentent à eux, que signifient les étiquettes de partis politiques qui se présentent à eux. Et en 2005, les élections irakiennes, elles ont eu un effet qui était complètement prévisible avant qu'elles soient organisées, pas étant organisées comme elles l'ont été. Ça a eu l'effet que ces électeurs irakiens, qui n'ont aucun moyen de savoir pour qui voter, ils votent en fonction de critères qui sont de critères qu'ils comprennent, c'est-à-dire l'appartenance ethno-religieuse des candidats. Et le morcellement, notamment l'opposition, le morcellement de la société, et notamment l'opposition entre les sunnites et les chiites, qui était déjà commencée avant qu'il y ait des élections. C'était plutôt les sunnites qui étaient le groupe religieux dominant dans l'Irak de Saddam Hussein, qui était sunnite lui-même. Les chiites étaient très méfiants vis-à-vis de l'occupation du régime de Saddam Hussein. Ils sont méfiants vis-à-vis de l'occupation américaine, mais ils sont moins hostiles à l'occupation américaine
que le sont les sunnites, parce qu'ils ont moins perdu dans l'occupation américaine, et le vote se fait uniquement sur ce critère-là. On a deux blocs, un grand bloc chiite et puis un bloc sunnite plus petit, et les élections de 2005 ne servent principalement à aggraver ou exacerber le conflit entre sunnites et chiites, qui était la menace la plus grave pour la société irakienne à partir de l'occupation américaine, et qui va plonger l'Irak dans une guerre civile interne qui va durer pendant plusieurs années. Pour réfléchir sur la façon de s'y prendre pour établir un régime politique dans un pays sous-développé. Donc là, j'ai comparé l'Irak à l'Allemagne, parce que la comparaison a été faite en 2002, en 2003. Il y a des gens qui ont dit on peut faire en Irak, en renversant Saddam Hussein, la même chose qu'en Allemagne, après avoir renversé Hitler, sans voir que pour le faire, il fallait faire attention à la façon de s'y prendre, peut-être, et il fallait tenir compte de la spécificité du pays. Pour réfléchir sur comment établir la démocratie dans un pays beaucoup moins instruit, où la population est beaucoup moins instruite qu'en Allemagne après 1945, le cas de la Turquie est extrêmement important. Et c'est au cas de la Turquie que je vais consacrer la part principale de la leçon d'aujourd'hui. On a là, entre 1946 et 1950, l'établissement d'un régime démocratique. Donc ça se fait en même temps qu'en Allemagne, et cette expérience, elle est très significative pour réfléchir aux conditions, qu'est-ce qui fait qu'on a une chance de réussir si on essaie d'établir la démocratie dans un pays peu développé. Alors, je reviens rapidement sur qu'est-ce que c'est la Turquie en 1945. La Turquie, c'est un nouvel État qui a été créé après la Première Guerre mondiale, à partir du démembrement de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est entré dans la guerre aux côtés de l'Allemagne, a été vaincu, il est démembré par les vainqueurs, et une république de Turquie se constitue. Elle est une république à partir de 1922, qui sera proclamée officiellement en 1923, selon les sources, vous pouvez trouver les deux dates. C'est une république à partir de 22, mais ça ne sera proclamé officiellement qu'en 23. Cette république est un État centralisé, laïque, qui procède de manière autoritaire à des réformes très profondes qui visent à moderniser la société. Le régime politique a l'apparence d'un régime démocratique parlementaire. Il y a une assemblée élue au suffrage universel, y compris avec le vote des femmes à partir de 1930, c'est-à-dire avant la France, avant l'Italie, avant le Japon, avant le Québec. Les femmes en Turquie ont eu le droit de vote à partir de 1930. Il y a un président de la République qui est élu par l'Assemblée, il n'est pas élu par l'ensemble de la population. Ce président de la République, jusqu'à sa mort en 1938, c'est le fondateur de la République, Kemal Atatürk, qui est un homme qui a une autorité personnelle immense dans ce régime politique, parce que c'est lui qui a dirigé la lutte qui a permis de rétablir une Turquie indépendante dans le chaos qui suit la défaite en 1918, et de 1918 à 1922, la Turquie a une histoire, le territoire qui va devenir la Turquie en 1922-23 est dans une situation de catastrophe complète. Et donc, l'autorité de cet homme est extrêmement difficile à contester, et il a un tempérament solidement autoritaire pour imposer sa volonté. Il y a à côté de lui un gouvernement avec des ministres et un premier ministre qui est théoriquement responsable devant l'Assemblée. En fait, l'Assemblée n'ose jamais s'en prendre au premier ministre nommé par le vrai patron qui est le président Kemal Atatürk. Il va y avoir un parti unique, ça n'a pas été décidé tout de suite, mais peu importe pour nous. Ce parti unique s'appelle le Parti républicain du peuple. Et dans les années 30, il occupe tous les sièges
dans l'Assemblée. Donc on a là un régime politique qui ressemble à des régimes dont nous avons parlé, pas les régimes antidémocratiques qui s'établissent en Europe entre les deux guerres mondiales. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai appelé les autocraties conservatrices, pas les autocraties qui s'appuient sur la classe dirigeante traditionnelle et qui veulent empêcher le pays de se transformer. Ce régime politique ressemble à un régime totalitaire, avec son parti unique, ce chef tellement incontestable, et la volonté de transformation très profonde de la société. On a transformé le code civil, les règles du mariage, l'écriture, les noms des gens. Vous avez quelque chose qui ressemble aux ambitions qui sont les ambitions des régimes totalitaires. J'ai dit ça. Il y a les régimes autocratiques qui sont conservateurs et il y a les régimes autocratiques qui veulent bouleverser la société. Et beaucoup de gens à l'époque pouvaient faire des analogies très fortes entre Atatürk d'un côté et les trois grands dictateurs contemporains, pas Staline, Hitler et Mussolini. Il y a une différence très importante entre Atatürk et les trois autres, c'est que Atatürk était un homme, je crois, assez intelligent pour comprendre les situations politiques. C'était un homme prudent, dont le but n'était pas du tout de lancer son pays dans des aventures idéologiques, n'était pas du tout le souci de sa gloire personnelle, même si elle est devenue assez grande en Turquie. C'était vraiment le souci d'assurer la sécurité de la population, la durée de l'État qu'il avait fondé. Et donc, il meurt en 1938. Il a un successeur qui s'appelle İsmet İnönü, qui était un de ses collaborateurs, et qui est élu par l'Assemblée, mais l'Assemblée fait ce qu'on lui dit. La question, il y avait plusieurs collaborateurs principaux de Atatürk, et ils ont réglé, à la mort du patron, ils ont réglé ça entre eux, et ils se sont mis d'accord pour que ce soit İnönü qui devienne le patron à la place du patron, enfin qui devienne le président à la place du président qui venait de mourir. İnönü va continuer les politiques d'Atatürk. Sa réussite, ça va être de préserver la neutralité de la Turquie dans la guerre. C'était pas si facile parce que elle avait une frontière avec la Grèce qui est envahie par l'Allemagne, elle avait une frontière avec l'Union soviétique de l'autre côté. Ce n'était pas si facile de maintenir la neutralité de la Turquie pendant la guerre. La Turquie déclare la guerre à l'Allemagne le 23 février 1945, uniquement pour devenir un des membres fondateurs de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'était une des règles. Pour être un membre fondateur, il fallait avoir été en guerre. Et du côté des vainqueurs. Et il n'y a eu aucun combat que ce soit entre des Turcs et des Allemands dans cette guerre. Bon, c'est pas du tout ça l'enjeu. En 1945, İnönü annonce l'autorisation d'un parti d'opposition. Ça avait déjà été tenté vers 1930, puis ça avait été interdit tout de suite. Il annonce qu'il crée un parti d'opposition. Énormément de gens en Turquie sont extrêmement sceptiques. Ce parti, il est fondé en janvier 1946 et il prend le nom de Parti démocrate. Donc, à partir de 1946, il y a deux grands partis politiques en Turquie. Le Parti républicain du peuple, qui est le parti au pouvoir, le parti fondé par Atatürk, et le Parti démocrate. Ce parti, il est fondé par des hommes qui viennent du Parti républicain du peuple. Dans l'Assemblée, où tous les députés étaient membres du Parti républicain du peuple, sous ce régime, il y avait un débat dans l'Assemblée. On ne pouvait pas remettre en cause la République, on ne pouvait pas remettre en cause Atatürk quand c'était lui le président, on ne pouvait pas remettre en cause la laïcité de la République, ça c'était le sujet absolument tabou, mais les politiques économiques, les ministres qui étaient incompétents, on pouvait les accuser d'être incompétents dans l'Assemblée. Il y avait un vrai débat politique limité, encadré
dans l'Assemblée. Et dans cette Assemblée, il y avait un groupe qui se présentait comme le groupe indépendant. C'est les gens qui s'opposaient au gouvernement parlementaire. Il y avait donc quelque chose qui ressemble à un vrai débat politique sur certaines questions à l'intérieur du Parlement. Et donc, les hommes qui créent ce parti sont des gens qui ont une expérience politique, qui sont connus et qui étaient déjà identifiés comme des opposants très modérés, très polis, dans leur opposition au gouvernement. Mais un des principaux dirigeants de ce nouveau parti démocrate, qui s'appelle Celal Bayar, avait été Premier ministre sous Atatürk dans les années 20 ou les années 30. Donc ce n'était pas du tout un inconnu dans la politique turque. Des élections ont lieu en juillet 1946. Dans ces élections, le Parti démocrate obtient 14% des sièges. Je n'ai pas les chiffres de vote. C'était un scrutin majoritaire de liste, donc un scrutin qui favorisait encore plus le vainqueur que le scrutin majoritaire uninominal que nous utilisons au Canada. J'aurais dû rechercher les votes obtenus par le Parti démocrate en 1946, c'est certainement beaucoup plus que 14%. Ils ont eu 14% des sièges, donc il y a une vraie opposition reconnue, déclarée, qui siège dans l'Assemblée en Turquie à partir de 1946. Alors, la création d'un parti d'opposition par des dirigeants du parti unique a l'air d'une mise en scène et d'une escroquerie, mais ça ne l'est pas. Le Parti démocrate construit son soutien électoral sur deux clivages dans la société turque, deux clivages idéologiques ou sociaux qui sont tout à fait réels. Il soutient les petits entrepreneurs, les paysans indépendants, les commerçants, les petits entrepreneurs, contre la politique économique du Parti républicain du peuple qui est extraordinairement étatiste. Le Parti républicain du peuple, c'est un parti de fonctionnaires et d'universitaires. Il y a énormément de diplômés d'université dans le Parlement turc à ce moment-là, qui sont des députés du Parti républicain du peuple et qui ont une conception hiérarchique du fonctionnement de l'économie. En plus, dans le contexte de la guerre et même de l'avant-guerre, avec la crise économique, ce n'était pas forcément une si mauvaise idée. Mais le Parti démocrate se présente comme celui qui veut libéraliser l'économie, ce qui est un véritable enjeu dans la société turque à ce moment-là. Et surtout, ce Parti démocrate, il cherche à avoir, tout en étant extrêmement prudent verbalement et en ne dénonçant pas la laïcité de l'État, il cherche à avoir le soutien des musulmans pratiquants. Et le clivage fondamental de la politique turque pendant toute cette période, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, c'est le clivage entre des musulmans pour qui la religion a une grande importance et qui sont souvent pratiquants de leur religion, et des gens qui sont musulmans d'origine, eux aussi, presque tout le monde est musulman en Turquie, mais qui sont laïcs, qui pensent que la religion doit être restée en dehors de la politique. Et Atatürk, qui a fait de la Turquie un État laïque, le Parti républicain du peuple, parti laïque, qui est au pouvoir entre 1946 et 1950, est le défenseur de la laïcité. Les dirigeants démocrates ont la sagesse de ne pas dire qu'il faut mettre fin à la laïcité, ils acceptent la laïcité de la République, mais Menderes, qui devient avec Bayar un des principaux dirigeants du parti démocrate, laisse comprendre à tout le monde qu'il fait sa prière de bons musulmans régulièrement, etc. Pour que les bons musulmans, qui sont choqués par le laïcisme du gouvernement républicain, lui accordent leur soutien. Donc ce parti démocrate, ce n'est pas du tout une opposition fictive,
Et le fait qu'il n'y a que 2 partis politiques en Turquie, INNU, en 1945, il n'a pas autorisé n'importe qui à créer n'importe quel parti politique, n'importe comment. Il a autorisé la création d'un nouveau parti politique. Et en Turquie, il n'y en a que 2. Mais le deuxième parti a été créé par des hommes connus, avec des options politiques connues et compréhensibles par les Turcs et qui permettent d'avoir un soutien dans la population. La Turquie se retrouve avec un bipartisme logique, et un bipartisme d'ailleurs dans lequel le soutien non déclaré de la religion au Parti démocrate permet au Parti démocrate de gagner des élections. Et les démocrates vont gagner des élections en 1950 avec 53% des votes et 420 sièges, alors que le Parti républicain du peuple n'a plus que 29% des votes et 63 sièges. Bayar va être élu président de la République par cette nouvelle assemblée. Menderes devient chef du gouvernement. Il va le rester jusqu'en 1960. Il va être renversé par un coup d'État militaire qui ne va pas du tout établir une dictature permanente, qui va rendre le pouvoir en un an à des civils après avoir modifié les partis politiques, modifié les règles constitutionnelles, etc. Peu importe pour nous la suite de l'histoire de cette démocratie turque qui va continuer à avoir un grand nombre de difficultés. Ce qui est extrêmement remarquable à retenir pour nous, je crois, c'est que la création du Parti démocrate crée en Turquie, dans un pays où il y a encore un bon tiers de la population adulte qui n'a pas été scolarisé, qui ne sait pas lire et écrire. Mais ces gens peuvent voter en comprenant au moins un peu quel est l'enjeu de l'élection. Que le petit entrepreneur dit aux gens, on sera moins embêté par l'État si le Parti démocrate gagne les élections. Et puis les partisans du Parti républicain du peuple peuvent dire « mais non, on a besoin d'un État fort pour continuer la modernisation du pays ». Ce sont des arguments que même les analphabètes peuvent comprendre. Et l'argument, est-ce que ces gens sont hostiles à la religion ou ne sont pas hostiles à la religion et pensent que l'État laïque devrait avoir des relations convenables avec la religion musulmane. Tous ces arguments-là sont compréhensibles pour la population, même la population très peu instruite. Et ça crée, pour développer une vie démocratique, des conditions bien meilleures que celles qu'on observe parfois, des tentatives d'établir de nouvelles institutions démocratiques dans certains pays d'Afrique ou en Haïti, où ça marche jamais. On dit on va faire des élections libres, et puis alors énormément de gens qui se précipitent, puis on se retrouve tout de suite avec quelques dizaines de partis politiques, avec des étiquettes qui ne veulent absolument rien dire, avec un certain nombre de dirigeants qui, d'une part, n'ont aucune expérience politique, qui, d'autre part, sont des inconnus complets pour énormément de gens dans la société. La façon dont les choses ont été faites en Turquie, c'est une variante de l'idée, c'est l'ancien régime qui préside à l'établissement du nouveau régime. Ça a pris 5 ans en Turquie, ça a pris 2 siècles en Angleterre pour que l'ancien régime finisse par accoucher d'institutions démocratiques. L'expérience de la Turquie est, je trouve, extrêmement instructive pour réfléchir à quelles sont les étapes qui peuvent permettre, dans un pays peu développé, avec une population peu instruite, de devenir une démocratie. Alors, très vite commence à tourner ensuite, il me reste quelques minutes dans cette leçon, Menderes est renversé par un coup d'État militaire en 1960, de militaires qui sont des partisans du Parti républicain du peuple. Le parti étatiste a évidemment la sympathie des militaires. C'est normal. Le parti partisan de la libre entreprise et de la religion a moins de soutien
dans l'armée. Les militaires renversent le régime de Menderes. Menderes va être jugé, va être condamné à mort, va être pendu. Énormément de Turcs vont être terriblement scandalisés de la façon dont on a traité, dont les militaires ont traité leur grand homme. Les militaires vont rétablir très vite un nouveau régime, vont faire une nouvelle constitution qui est plus libérale que l'ancienne, parce qu'ils vont autoriser plus de partis politiques et ils vont établir des élections à la représentation proportionnelle, alors qu'avant, le système électoral turc, qui était un système électoral majoritaire de listes. Il y avait des départements, il y avait une liste de candidats pour chaque parti dans un département, et la liste qui a le plus de votes obtient tous les sièges. C'était fait comme l'élection des grands électeurs américains pour l'élection présidentielle américaine. Ce n'est pas parce que les Turcs voulaient imiter les États-Unis, c'est parce que c'était plus simple à organiser. Pendant longtemps, dans les années 30, on a commencé à voter comme ça en Turquie. C'était beaucoup plus simple. Comme il y avait des départements comme unité administrative, de voter par département et non pas du tout de faire le travail compliqué de faire des circonscriptions uninominales. La Turquie, après 1960, toujours dans chaque département, va avoir une représentation proportionnelle qui permet d'avoir plus de diversité de partis politiques, diminue les chances d'avoir un parti qui a la majorité à lui tout seul dans le Parlement. Et les militaires vont s'arranger pour que, aux premières élections qui suivent très rapidement le coup d'État, ce soit le Parti républicain du peuple qui gagne l'élection, ce qui va permettre à Ismet de redevenir Ismet Inönü. Je l'appelle tout le temps Ismet parce que jusqu'en 1930, il s'appelait seulement Ismet. Les Turcs se sont mis à avoir des noms de famille à partir de 1930 et c'est à ce moment-là qu'il s'est appelé Inönü. Donc Inönü revient au pouvoir comme chef du gouvernement, pas du tout comme président. Vous avez là un ancien dictateur. Il est un dictateur avec un régime de parti unique de 1938 à 1946 et il devient leader de l'opposition dans les années 50 et il devient chef du gouvernement dans les années 60 après des élections normales faites à la représentation proportionnelle. Il y aura un autre coup d'État en Turquie en 1980 avec un régime militaire qui va durer un petit peu plus longtemps, qui va essayer de nouveau de changer les règles pour éviter des difficultés qui résultaient un peu de la représentation proportionnelle pendant la période précédente. Depuis le début des années 2000, les institutions de la Turquie subissent des transformations qui, je pense, ne sont pas souhaitables du tout. Un premier ministre du nom de Erdogan est devenu Premier ministre au cours des années 2000 en gagnant des élections à la tête d'un parti qui représentait le parti des musulmans pratiquants, des gens conciliants avec la religion musulmane. Et il a été Premier ministre pendant la plupart des années 2000 et il a voulu transformer le régime politique pour en faire un régime un régime présidentiel. Et il a modifié les règles d'élection du président. Le président était élu par l'Assemblée toujours, et l'Assemblée élisait quelqu'un qui ne gouvernait pas. C'était le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui gouvernait, qui était responsable devant l'Assemblée. Donc Erdogan modifie d'abord le mode d'élection du président, et puis se fait élire président, et avec le soutien de son parti qui est majoritaire dans le Parlement, fait une révision constitutionnelle pour supprimer le poste de Premier ministre. Donc la Turquie est devenue un régime présidentiel. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la démocratie en Turquie, je ne le crois pas du tout, mais évidemment, ça sera une difficulté supplémentaire pour la démocratie dans ce pays. Pendant toute la période de 1946 au début des années 2010,
la Turquie a été un régime parlementaire, avec les deux brefs intermèdes de régime militaire, mais où les militaires qui font un coup d'État savent que le soutien à la démocratie parlementaire dans la population est tellement fort qu'ils ne peuvent pas établir une dictature permanente, pas une dictature qui va durer tout le temps. Il faut qu'ils cèdent le pouvoir assez vite après avoir modifié les institutions de façon plus ou moins éclairée. On a raconté qu'après le coup d'État de 1960, c'était le département de sciences politiques de l'université d'Istanbul qui avait dit aux militaires comment il fallait faire la constitution, la nouvelle constitution de la Turquie à partir de 1961. Je ne suis pas sûr que c'était tellement bien fait. Mais ce qui est remarquable, c'est l'attitude des militaires qui savent qu'il ne faut pas essayer de faire une dictature durable ou une dictature permanente. Donc la force de l'habitude des Turcs d'être gouvernés de façon démocratique par des gens élus, que ça c'est devenu très fort et ça m'étonnerait beaucoup que Erdogan, malgré toutes les accusations qu'on fait contre lui aujourd'hui dans les pays occidentaux, ça m'étonnerait qu'il soit capable de mettre fin à cela. Mais il est dans la situation d'un président qui a une majorité dans le Parlement, c'est-à-dire surtout dans une situation qui ressemble un peu à celle d'un président français. Mais il n'a pas commis l'erreur de créer le type de régime hybride qui existe en France, pas avec les règles parlementaires qui continuent à exister et le président qui est perpétuellement en train de se substituer au Premier ministre pour diriger le gouvernement. J'ai tendance à penser qu'un régime purement présidentiel, c'est plutôt moins dangereux qu'un régime hybride à la française, que c'est moins dangereux en Turquie, notamment. Donc, voilà la situation, ça c'est un petit peu en dehors de notre sujet. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est l'intérêt de la façon dont a été faite la démocratisation d'un régime de parti unique qui n'était plus totalitaire sous Inönü, mais qui avait été totalitaire sous Atatürk dans les années 30. Et que ça, c'est possible. L'expérience turque de 1945-1950 est intéressante pour réfléchir sur les possibilités de démocratisation des régimes de partis uniques. Tous les partis uniques ne sont pas des appareils politiques totalement monolithiques comme l'était le Parti communiste en Union soviétique sous Brejnev, comme l'ont été les partis communistes en Union comme l'a été le Parti communiste en Union soviétique après Staline. Là, c'est clair qu'il n'y a plus de débat politique possible à l'intérieur de ce parti. En Turquie, il y avait un débat politique possible à l'intérieur du Parti républicain du peuple, et l'existence de ce débat a été utilisée pour construire un système beaucoup plus démocratique avec une liberté d'élection et la possibilité d'une alternance des partis politiques au pouvoir. Donc, quand nous réfléchissons sur les régimes de partis uniques et la possibilité que certains d'entre eux deviennent des démocraties, il n'est pas sûr que l'effondrement du système, comme ça s'est passé en Union soviétique, soit la meilleure solution. Et notamment, quand nous réfléchissons sur l'avenir de la Chine, je ne suis vraiment pas un spécialiste de la Chine, j'ai beaucoup de difficultés à expliquer comment pourrait évoluer le régime politique de la Chine. Mais il me semble qu'il y a toujours au moins deux possibilités. La possibilité que ça se passe comme en URSS, c'est-à-dire que le système finisse par s'effondrer avec des conséquences qui peuvent être extrêmement graves, comme ça a eu des conséquences assez graves en Russie et dans les autres pays venus de l'URSS, ou une évolution comme en Turquie, où tout d'un coup, le Parti communiste, qui divisé entre différentes opinions, décide de permettre à la population d'arbitrer ce débat interne au parti. J'ai
tendance à penser, je ne suis vraiment pas un spécialiste de ce qui se passe à l'intérieur du Parti communiste chinois, mais j'ai tendance à penser que les politiques de la Chine, depuis la fin des années 70, pas depuis la mort de Mao et l'arrivée, non pas à la tête de l'État, mais comme principal décideur de Deng Xiaoping, que la Chine, évidemment, est un pays où il y a un débat important à l'intérieur du Parti communiste, à l'intérieur de la classe dirigeante. Et que la possibilité que la transformation du régime se fasse sur le modèle turc et non pas sur le modèle soviétique, pas que cette possibilité, il ne faut pas l'exclure complètement. Vous avez peut-être remarqué, j'ai une certaine tendance à l'optimisme, à aimer les hypothèses optimistes quand je réfléchis sur l'avenir. Et une des hypothèses optimistes que l'on peut faire sur la Chine, c'est que la démocratisation de la Chine ressemble un peu plus à celle de la Turquie. La Turquie n'est pas une influence mondiale qui lui permet d'exercer une influence sur la Chine. C'est pas ça que je veux dire. Pour réfléchir aux difficultés de la démocratie dans un pays très pauvre, on peut faire voter des gens qui ne savent pas lire et écrire. On peut avoir des politiciens, des candidats qui apprennent comment il faut faire pour expliquer les enjeux politiques aux gens. C'est quelque chose que les politiciens en Turquie, aujourd'hui la population est presque entièrement ou entièrement scolarisée en Turquie, mais elle ne l'était pas dans les années 50. Et évidemment, ça posait un problème, mais ce problème, les politiciens turcs, les candidats aux élections en Turquie, étaient capables de le résoudre. Comment faire pour s'adresser à la population et pour faire fonctionner une démocratie avec des élections où les gens peuvent comprendre quels sont au moins un peu des enjeux des élections. L'autre pays où ça va être fait et dans un contexte beaucoup plus difficile que celui de la Turquie, c'est l'Inde, dont je vais parler dans la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.